Salut Internet, des lieux qui n'existent que sur des cartes. Mais de quoi je vais bien pouvoir vous parler? On a parfois, et pendant longtemps, fait figurer des îles, des montagnes, des lacs, des villes sur des cartes, pour finalement se rendre compte qu'ils n'existaient pas du tout. Il suffit qu'un mec fasse une erreur sur une carte, et le monde entier peut la copier sans vérifier. Un des exemples les plus connus, c'est le lac Parimé en Amérique du Sud, dont je vous avais déjà reparlé. De toute façon, vous allez vite comprendre, il y a des cas incroyables. Perdons pas plus de temps, c'est parti. Et on commence en France avec cette carte datant du XVIIIe siècle. On peut y apercevoir le mont Isran. Depuis le XVIIe, c'est un mont qui est apparu sur plusieurs cartes, qui a été pas mal documenté. Il y a des descriptions très précises de sa localisation, de sa forme. Il a même été mesuré. Son sommet culmine à 4045 mètres d'altitude. Moi je me suis dit que c'était trop cool. Je connais pas du tout ce mont. Allons le chercher sur une carte. En plus ça doit pas être bien dur. Regardez, on a Tignes juste à côté, c'est un bon début. Et puis plus haut là, si on remonte cette ligne, le Petit Saint-Bernard, tiens, le col du Petit Saint-Bernard. Si on remonte encore la ligne, on a Chamonix. Donc, si on se projette sur Google Maps, voilà, on est à peu près là. Le mont est donc un tout petit peu à l'est de Tignes et au sud-ouest d'Aoste. Aoste, c'est l'ancien nom d'Aoste, ville italienne. Et vu l'échelle, alors, si je prends 12 cm, que je multiplie par 17, je retiens ça, j'utilise la transversion latérale parallèle de l'axe longitudinal. Et... ouais, pour moi, ce mont est vers là, en Italie donc. Et ça, c'est ce que je vous aurais dit si j'avais pas trouvé le Saint Graal dans un vieux bouquin. Un bug a inscrit les coordonnées de la montagne. Bon, il utilise le méridien de Paris, donc à notre époque, faut rajouter +2 à la longitude, mais bon, tranquille. Le mont est, selon lui, à cet endroit, du côté français, juste à côté de Tignes. Mais alors, il est où ce mont ? C'est moi qui ai raison, c'est lui qui... Ben, il est nulle part, ce mont. C'est le principe de cette vidéo aussi, il n'existe pas. En 1859, des alpinistes se chauffent pour l'atteindre, mais personne ne le trouve. Il faut se rendre à l'évidence, le mont Isran est, je cite, remarquable que par son absence. Mais c'est pas tout, messieurs, dames, c'est pas tout. Il existe de nos jours le col de l'Isran, qui se trouve au sud-est de Tignes et au sud du Signal de l'Isran, un petit sommet de 3000 mètres. Je récapitule, un petit sommet qui surplombe un col, qui a été nommé en l'honneur d'une montagne qui ne se trouve pas à cet endroit-là et qui n'existe tout simplement pas. Je suis complètement largué. L'île de Californie. Vous avez bien entendu. À une époque, les géographes et cartographes européens étaient persuadés que la Californie était une île, au lieu d'être une simple péninsule. Mais on peut pas trop leur en vouloir. Tout ça vient d'une espèce de fake news du Moyen-Âge, relayée dans des romans de chevalerie du début du XVIe siècle, où parfois la Californie était présentée comme une sorte de paradis perdu avec des Amazones et tout. Bref, à cause de ces histoires, ça s'est retrouvé sur des cartes pendant des siècles. Alors qu'il y a eu des expéditions qui ont prouvé que c'était faux dès le XVIe siècle. Mais non, les cartographes ont préféré continuer à se copier-coller les uns les autres. Mais là où ça devient fou, c'est que la dernière carte qui représente la Californie comme une île date de 1865. Une carte japonaise qui visiblement n'avait pas enregistré la mise à jour. J'ai cherché une carte faite par les Américains à la même époque et franchement il n'y avait plus aucun doute possible. À partir du XVIe siècle, des cartes européennes ont représenté à plusieurs reprises le lac Chiamet. Par exemple, je suis tombé sur cette carte, j'avais un petit peu de mal à me situer avec la mer de Chine à gauche et le golfe du Bengale à droite. Donc je me suis pas pris la tête, hop là j'ai tout retourné, et là tout de suite c'était beaucoup plus clair. Là on a l'île de Sumatra, ici Bornéo, la partie continentale de la Malaisie, et si je remonte, le lac est juste ici, et il est absolument gigantesque. On se rend bien compte qu'il serait à cheval sur plein de pays. Selon le GOAT des historiens et géographes portugais de l'époque, João de Barros, le lac était la source de plusieurs grands fleuves importants. Il le mentionne dans ce récit, et vu que le mec il faisait un petit peu autorité, l'info est ensuite reprise par tout le monde. Absolument personne ne remet en cause son existence, parce que attends, c'est João, c'est le gars sûr quand même. Sauf que João, il s'est bien planté. Le lac n'a jamais existé, et il s'est trompé en partie parce que il s'est basé lui-même sur des sources pas ouf, et il est juste jamais allé sur place pour vérifier. Le lac s'est donc retrouvé sur des cartes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Vérifie toujours tes sources, João, sinon on va vite te le faire savoir en commentaire que c'était pas bon.
Cette grande ligne qui coupe quasiment en deux le continent africain, ce sont en partie les monts de Kong. Ils sont apparus sur plusieurs cartes tout au long du 19e siècle. On doit leur existence notamment à ce cartographe anglais qui cherchait un moyen de valider la théorie d'un explorateur concernant le fleuve Niger. La vérité, la science, la morale, bon, il a bazardé tout ça et hop, grosse chaîne de montagnes qui balafre l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, comme d'habitude, des gens se sont pas embarrassés à vérifier si c'était vrai, ils ont juste copié la carte. Pour vous dire, il y a même des cartographes qui ont relié les monts de Kong à une autre chaîne de montagnes légendaires, les monts de la Lune, situés en Afrique de l'Est. Finalement, c'est Louis-Gustave Binger, un explorateur français, qui a démontré en 1887 que les monts de Kong n'existaient pas. Comment il a fait? Il s'est rendu sur place. Ce que tout le monde aurait dû faire depuis un moment. Il a constaté que là-bas, il y avait rien du tout. C'était tellement gros cette histoire au début du XXe siècle que King Kong doit son nom à ces monts et à la ville de Kong. À partir du XVIe siècle, un territoire commence à apparaître sur plusieurs cartes décrivant l'Amérique du Nord. Il s'agit de Norumbega, qui est ici et ici, là, sous le nom de Norumbeg. De toute façon, cet endroit apparaît sous plein de noms différents. Et ça a pas dû aider à savoir ce que c'était. Est-ce que c'était une région, un fleuve, une baie, une grande ville, une sorte de royaume merveilleux rempli de richesses? Plusieurs expéditions organisées par des Français, des Anglais, des Portugais ou des Espagnols ont eu lieu et tout le monde se disait pourquoi pas nous en fait? Même Samuel Champlain, le fondateur de la ville de Québec, a essayé de trouver l'endroit. Mais non, aucune trace d'un quelconque Eldorado en Amérique du Nord. La région semble correspondre à l'actuelle baie de Penobscot dans l'état du Maine, et certains sur place n'ont pas hésité à garder le mythe vivant. On trouve un hôtel de Norumbega, une tour Norumbega, et au milieu du 19e siècle existait le Norumbega Hall au cœur de la ville de Bangor, avant d'être détruit par un incendie au début du 20e siècle. On peut d'ailleurs voir qu'aujourd'hui, sur le même emplacement, se trouve le Norumbega Parkway. Autre lac, mais cette fois-ci en plein cœur de l'Amérique du Sud. Le Lago dos Xarayes, j'ai aucune idée de comment ça se prononce, est apparu sur des cartes au XVIIe et XVIIIe siècle. J'ai essayé d'en chercher au XVIe, j'en ai pas trouvé, donc restons sur 17, 18e. Bien souvent, il a été représenté avec 5 îles en son sein, sauf par exemple en 1744, où là, il y en avait plus que 2. Mais surtout, ce lac n'a jamais été positionné au même endroit. Donc là aussi, pour trouver sa localisation, j'ai dû me mettre dans la peau d'un inspecteur. J'ai choisi une carte pour commencer mon enquête, celle-ci. Et donc, si on cherche des points connus, il y a l'océan Pacifique à gauche, l'océan Atlantique à droite, avec l'île de Santa Catarina, là, au large de Florianopolis. En bas, il y a le Rio de la Plata, qui est hyper visible en vue satellite. En haut à gauche, on a le lac Titicaca, et en haut à droite, on a notre fameux lac inconnu. Voilà, comme ça, on se repère bien, on est en plein milieu de l'Amérique du Sud. Et on se dit que, vu sa taille, on devrait le voir sur une vue satellite, comme le lac Titicaca. Mais non, il n'y a rien. J'ai décidé de suivre le Rio Paraguay, qui semble lié sur la carte. Alors, je tombe bien ici, sur la lagune Mandioret. Le lac se trouverait donc, théoriquement par là. Et tenez-vous bien, parce que c'est là que ça devient incroyable comme histoire. Tout ce territoire-là, entre la Bolivie, le Brésil, le Paraguay, on appelle ça le Pantanal. C'est une région très humide qui, pendant plusieurs mois dans l'année, 4 mois environ, est à 80% sous les eaux. Mais oui, c'est la plus grande plaine inondable au monde. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Quand les gars ont débarqué au 16e ou au 17e, là, ils faisaient pas face à un lac, ils faisaient face à un marais gigantesque qui disparaît 8 mois par an. Ils seraient venus à un autre moment de l'année, ce fait là, tout ce que je vous raconte n'existerait même pas. Et puis après, au fil des cartes, le mythe a l'air de s'effondrer assez vite, parce que je trouve aucune source en français, du moins, après 1768. Voilà, ce que je vous montre là, c'est la dernière source écrite que j'ai pu trouver. J'ai eu envie de finir avec une histoire trop cool. Celle de la ville d'Aglo, aux États-Unis. Vous connaissez pas Aglo? Tenez, je vais vous montrer où c'est. Regardez cette belle petite carte routière là de 1934, éditée par General Drafting, c'est important de s'en souvenir. C'est une carte de l'État de New York, donc en bas à droite, il y a la ville de New York. Et puis on remonte l'Hudson River là jusqu'à Kingston, et là, plein ouest, Roscoe, Rockland et Aglo. Aglo, ville qui n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bon, de nos jours, avec les images satellites, on se pose plus trop la question, mais imaginez,
cartographier un territoire dans les années 30, sans les moyens technologiques d'aujourd'hui. C'était un sacré travail. Fallait se rendre sur place, fallait mesurer, faire des distances, bam, regarder dans tes petites jumelles et tout. Donc, pour éviter le plagiat, c'était courant d'insérer une petite erreur, quoi, voilà, une petite faute de frappe, une petite route qui part à droite au lieu de partir à gauche, une ville éventuellement qui n'existe pas. Aglo est justement ça, c'est ce qu'on appelle un piège cartographique. C'est un piège à copyright mis en place par la General Drafting. Et ça a marché. 20 ans plus tard, le concurrent Rand McNally édite une carte sur laquelle se trouve Aglo. Branle-bas de combat, les gars, c'est parfait, on va pouvoir porter plainte, se faire plein de sous. Sauf que, ma chère General Drafting, avant ce plagiat, il y a une petite épicerie qui s'était installée pile à cet endroit, qui avait regardé sur une carte le nom de ce lieu, et qui s'était appelé Aglo General Store. Aglo était donc connu des autorités locales, et la plainte n'a pas été recevable. On est donc passé d'un lieu fictif à un vrai lieu, puis à un lieu fictif, parce que le magasin il a finalement fermé. Vous savez quoi, on fera peut-être un jour une vidéo dédiée aux pièges à copyright de ce type, parce qu'il y en a beaucoup, ou même aux easter eggs que les cartographes adorent planquer dans leurs cartes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'est déjà la fin de la vidéo, vous en faites pas, j'aime bien vous faire des petites vidéos courtes pour vous faire patienter entre deux grosses vidéos. Je reviens dès la semaine prochaine avec quelque chose qui sera au cœur de l'actualité. En attendant, passez un bon dimanche, une bonne semaine, on se voit très vite. Salut Internet.